C'est l'heure de votre journal Afrique sur TV5 Monde. Bienvenue à toutes et tous, voici le sommaire. Les Congolais dans l'attente au lendemain de l'annonce du retrait des troupes armées de l'Afrique australe dans l'est de la RDC et à moins d'une semaine des négociations entre le M23 et le pouvoir congolais annoncées par l'Angola, nous irons à Kinshasa recueillir les réactions de ses habitants. Plus qu'une victoire, c'est selon ses propres mots un rêve de gamin. L'ancien footballeur international camerounais Samuel Eto'o a été élu au comité exécutif de la Confédération africaine de football. Après moult rebondissements, il a livré sa réaction au micro de TV5 Monde. Et ce vendredi démarre la 4e édition du Salon du Livre africain de Paris, avec le Cameroun comme pays invité d'honneur et les voyages en diaspora comme thématique cette année. Quels sont les nouveaux auteurs à découvrir? Réponse avec Éric Monjour, le fondateur et président de l'événement, qui est sur notre plateau. À tout à l'heure. En République démocratique du Congo, tous les habitants n'ont qu'un jour en tête, le 18 mars, date prévue des négociations entre le groupe rebelle M23 et le pouvoir congolais. Une réunion annoncée par l'Angola médiateur et tant attendue par les Congolais qui multiplient les appels à la paix. Exemple à Kinshasa, réaction recueillie par Simon Rodier, Dadiso Gonzo, Lionel Bellon. Sur toutes les unes des journaux, l'actualité de la guerre et les futurs pourparlers annoncés par l'Angola. La presse congolaise analyse la rencontre hypothétique mardi prochain entre les protagonistes. Rendez-vous piège le 18 mars à Luanda ou encore l'inédit face-à-face entre le M23 et le président Tshisekedi. Côté parti politique, la question de la guerre prend toute la place lors de ce meeting du parti AFDC-A, avec notamment la dénonciation de l'agression rwandaise. Mais pour ce sénateur Bahati Lukwebo, tous les moyens sont bons à prendre désormais pour parvenir à la paix. L'AFDC-A et son autorité morale soutiennent tout schéma qui pourrait conduire à une paix rapide et durable et la récupération de tous les espaces occupés par les agresseurs. À Kinshasa, le groupe Rien sans les femmes s'est lui aussi réuni pour faire entendre la voix de toutes celles victimes du conflit. Stop au va-t-en-guerre, elles veulent tout faire pour arrêter la spirale des violences. Par rapport à tous les conflits qui se passent actuellement à l'Est, ce sont les femmes qui sont les principales victimes. Aujourd'hui, le viol est utilisé comme arme de guerre et les femmes en payent un très lourd tribut. En tant que femmes, nous demandons à ce que la femme puisse être prise en compte dans les différentes délégations qui prendront part dans ces différents processus pour les négociations pour la paix. Là encore, le dialogue est prôné par ces militantes. Côté militaire, la nouvelle parvenue ce jeudi du retrait des soldats de la SADC a encore changé la donne. Mais les autorités tentent de minimiser la portée du départ de ces troupes censées appuyer l'armée gouvernementale. Cette force militaire de la SADC se trouve encerclée par l'armée rwandaise et par les groupes terroristes du M23. Cette force n'est pas en mesure de pouvoir exercer son mandat convenablement. Ce qui importe, c'est que l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo est défendue au jour le jour par le président de la République et par les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo. C'est le plus important. Jusqu'à maintenant, le président Tshisekedi a toujours refusé un dialogue avec le M23. Seule réponse officielle à la proposition angolaise de négociation, les autorités congolaises ont pris acte, sans plus de précision sur une participation ou non du président à une éventuelle rencontre. Et pendant ce temps, l'Est de la RDC continue d'être le théâtre de violences et de pillages. Parmi ceux qui attisent les convoitises et provoquent de l'insécurité, les minerais souvent évoqués, mais pas uniquement. Le pays est également un gros producteur de l'or noir, je veux dire le cacao, et c'est dans les sols très fertiles de l'Est que ce cacao est essentiellement cultivé. Éclairage de Grégory Fontana, Eric Fersing. Dans cette forêt du territoire de Béni, tout comme dans le reste du Nord Kivu d'ailleurs, la terre est particulièrement fertile. Trop peut-être face à l'appétit dévorant des groupes armés implantés dans la région. Nous cultivons nos champs avec la peur d'être massacrés car le cacao est très convoité, que ce soit par les rebelles ou même par nos soldats. Ils veulent tous du cacao.
Faut dire qu'en quelques années, la petite fève de cacao s'est transformée en véritable or brun sur les marchés mondiaux. Plus que toute autre matière première agricole, son cours bat tous les records. Son prix a quasiment triplé, ne serait-ce que l'année dernière. Le cacao est la plus grande cause de la guerre. Sans lui, elle aurait peut-être déjà pris fin. La plupart des massacres ont lieu dans les champs. Et bon nombre de producteurs témoignent régulièrement avoir échappé à plusieurs embuscades tendues par les groupes armés, à tel point que bon nombre d'entre eux ont tout simplement décidé d'abandonner leurs champs, tout comme leurs employés. Je ne vais plus cultiver à cause des tueries qui se passent tous les jours. Alors je viens travailler ici en ville, à l'Office national des produits agricoles du Congo, afin de nourrir nos enfants. Un véritable manque à gagner pour toute une filière qui représente, avec celle du café, lui aussi très prisé pour sa qualité, 20% du PIB du pays. Plus largement, les groupes armés font main basse sur la plupart des produits agricoles pour alimenter les réseaux de contrebande avec l'Ouganda voisin. Jusqu'à 80% des récoltes seraient ainsi détournées dans ce marché parallèle. Nous sommes malheureux de voir que c'est notre force, en termes de produits de nos terres, qui malheureusement contribue au financement des personnes qui nous tuent. Plusieurs ONG dénoncent régulièrement le manque de contrôle dans un pays où la corruption est endémique. D'ici la fin de l'année, l'Union européenne prévoit de ne plus reconnaître le label bio attribué au cacao congolais, en raison notamment de cette insécurité qui empêche les inspecteurs de se rendre sur place. La France est sur le point d'envoyer à l'Algérie une liste d'Algériens expulsables du territoire français. Il s'agirait d'une soixantaine d'individus représentant un trouble à l'ordre public. D'après Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur français a précisé chez nos confrères de RTL que d'autres listes pourraient suivre. C'était une idée lancée par Donald Trump lors de son plan d'après-guerre sur la bande de Gaza. L'idée était la suivante, déplacer les 2 millions de Gazaouis vers le Soudan, la Somalie et le Somaliland. Malgré le rejet de cette proposition des Gazaouis, les 3 pays d'Afrique de l'Est auraient été contactés par les États-Unis et Israël. Explication de Antoine Delpierre, Astrid Lefebvre. Un pays déchiré par la guerre, un autre l'un des plus pauvres du monde et une région sécessionniste en quête de reconnaissance, Soudan, Somalie et Somaliland, voilà les territoires d'Afrique de l'Est approchés par les États-Unis et Israël dans le cadre du plan de Donald Trump pour les Palestiniens de la bande de Gaza. 3 territoires envisagés par son administration comme destination pour les 2 millions de Palestiniens de l'enclave. Si ce plan n'est pas une idée nouvelle, elle est revenue en fin de semaine dernière à mots couverts par la voix d'un ministre israélien. Ce plan prend forme. Il y a des actions en cours, en coordination avec l'administration américaine. Je ne peux évidemment pas entrer dans les détails. Il s'agit d'identifier les pays clés, de comprendre leurs intérêts, tant avec les États-Unis qu'avec nous, et de favoriser la coopération. Des préparatifs sont en cours pour créer une très grande administration de l'immigration au sein du ministère de la Défense, car il s'agit en fin de compte d'une opération logistique de grande envergure. Des préparatifs corroborés par l'agence de presse américaine AP qui confirme des contacts établis entre des responsables américains et israéliens en direction du Soudan, de la Somalie et du Somaliland. La semaine dernière, lors du sommet des dirigeants arabes qui se tenait au Caire, Abdel Fattah al-Burhan, le général qui fait la guerre aux paramilitaires des FSR à la tête de l'armée soudanaise, a affirmé qu'il rejetait catégoriquement tout plan visant à transférer les frères palestiniens selon ses mots. La Somalie, de son côté, a démenti tout contact avec les Américains et les Israéliens. Mogadiscio se positionne traditionnellement en soutien aux Palestiniens. Nous connaissons déjà la réaction immédiate des pays arabes voisins. Des pays arabes situés en première ligne pour les Palestiniens, comme l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite, etc. En tant qu'homme politique somalien indépendant, je ne pense pas qu'elle recueillera le soutien unanime du peuple somalien, qu'il s'agisse de la population ou du gouvernement. Reste le Somaliland, territoire de plus de 3 millions d'habitants, autoproclamé indépendant de la Somalie depuis 30 ans, mais qui n'est pas reconnu comme tel par la communauté internationale. Son président, Abdirahman Mohamed Abdullahi, a fait de cette reconnaissance une priorité, une idée envisagée côté américain par Donald Trump avant même son investiture. En Guinée, le gouvernement de transition a présenté ce vendredi le rapport final de la campagne d'évaluation des partis politiques. Résultat, le RPG, parti du président déchu Alpha Condé, est suspendu pour 3 mois. Même sort pour l'UFR de l'ex-premier ministre Sidia Touré. En revanche, le parti UFDG de l'opposant Seloudeline Diallo peut continuer ses activités à condition qu'il organise son congrès dans un délai de 45 jours.
Place maintenant au sport. On revient sur les faits de la semaine. Bonsoir Lise Lauretière. Bonsoir Reza. Et cette semaine, l'un des faits marquants, c'est la tenue au Caire mercredi dernier de l'Assemblée générale de la CAF, la Confédération africaine de football. L'instance du football continental a connu quelques changements, mais le président Motsepe, lui, garde son fauteuil. Et justement, pardon. C'était, commente RFI, une assemblée générale à enjeu malgré la réélection assurée de Patrice Motsepe. Sur le site de la FIFA, on apprend que le Sud-Africain a reçu les félicitations du président Gianni Infantino. Il a été réélu sans opposition. Pour le patron du football mondial, seule une Afrique unie peut avoir un véritable impact sur la FIFA et sur le monde. Constant Omari, ancien vice-président de la CAF, n'apprécie pas cette collaboration entre la FIFA et la CAF. À Africa Foot United, l'ex-patron du football congolais déclare « La CAF, en tant que confédération gérant 54 associations, a l'obligation de rester en harmonie avec la FIFA. Pour moi, il faudrait une collaboration adulte. » Bref, Afriquinfo rappelle qu'au Caire, le COMEX de la CAF a été renouvelé et auprès de la FIFA, l'instance a de nouveaux émissaires. Au conseil de la FIFA, la Gazette des Comores se réjouit de l'élection de Kanizat Ibrahim. La Comorienne a survolé les débats, 30 voix sur 53, battant au passage la Sierra-Léonaise Isha Johansen et la Burundaise Lydia Nsekera. Fraternité Matin en Côte d'Ivoire se demande pourquoi Idriss Diallo, le boss de la Fédération nationale de football, a échoué. Lui qui tenait coûte que coûte à ce poste et voulait que la Côte d'Ivoire reprenne son leadership régional, voire africain. Et oui, le fait d'avoir organisé une belle CAN et la gagner ne fait pas de lui un grand du continent. Même déception au Sénégal. Augustin Senghor jette l'éponge et annonce sa démission de son poste de premier vice-président de la CAF. Un autre quotidien, Le Soleil, fait l'autopsie de cette déroute. Comment comprendre que des candidats de Djibouti et des Comores ont même réussi à supplanter Maître Augustin Senghor? Il n'a pas compris qu'il y avait des mouvements au sein de cette confédération et il aurait fallu s'en rapprocher. Bon à savoir, siéger au conseil de la FIFA permet de bénéficier d'un salaire annuel de 250 000 $, soit environ 151 millions de francs CFA pendant 4 ans. Actu Gabon se félicite de la nomination de Pierre-Alain Mungengui, le président de la Fédération nationale, comme vice-président de la CAF. C'est une première historique pour le pays. Radio Okapi en RDC salue l'entrée au COMEX de Bestine Kazadi, l'ancienne présidente de Vita Club. Mais l'une des élections à ce comité qui a enflammé les réseaux sociaux, c'est celle de Samuel Eto'o, et ce, souligne Jeune Afrique, malgré le rejet initial de sa candidature. Mais pas de triomphalisme, selon Yvan Kamoua, ce consultant camerounais ne voit pas ce que cette élection apporterait au football camerounais. Quand même, c'est Samuel Eto'o. Alors, par ailleurs, en parlant de lui, le président de la Fédération camerounaise s'est exprimé, Lise Laure. Oui, il a fait escale à Paris en provenance du Caire. Nous l'avons rencontré, je vous propose de l'écouter. C'est un rêve de gamin. J'avais toujours voulu servir le football. Je l'ai fait en tant que joueur dans les stades. Et puis je suis entré dans l'administration du football. Et je pense que pour tout dirigeant, l'ambition est de servir au niveau de la CAF. Et puis je remercie tous mes pairs qui ont bien voulu me faire confiance pour accompagner le leadership sous le leadership du docteur et président Motsepe. Je savoure beaucoup plus mes victoires parce que elles sont acquises sur un grand prix. Et généralement, quand j'ai une idée que je trouve bonne pour la majorité, parce que vous ne pouvez pas contenter 100% de personnes, mais il faut aller à 80-90%. Ça veut dire que vous êtes dans le bon chemin. Je fonce.
Je ne suis pas élu comme président de la CAF, mais comme membre du comité exécutif et dirigé et géré par le président Motsepe. Ce qui est certain, c'est qu'à travers sa vision, je serai toujours partant pour apporter plusieurs solutions. Comme moi, il y a bien d'autres qui sont passionnés du football, qui veulent voir cette Afrique à ce niveau. Et je suis convaincu que tous ensemble, sous le leadership du président Motsepe, nous allons arriver à faire avancer le football africain. Voilà, vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview sur la page Facebook de notre Journal Afrique. Merci Lise Laura. Merci, à demain. Romuald Azoumé est un artiste béninois complet. Ce peintre, sculpteur et photographe jouit d'une renommée internationale. Dans sa dernière exposition Les Fleurs du Mal, avec un E à la fin, l'artiste interroge le monde contemporain ainsi que les inépuisables thématiques, l'amour et la violence. Une œuvre qu'il compose et expose pour la première fois à Athènes, en Grèce. Nadia Blétry et Éric de la Varenne ont fait le voyage pour nous. Dans notre monde miné par les guerres, Romuald Azoumé questionne les faux-semblants et la nature des hommes. Dans sa nouvelle exposition, Les Fleurs du Mal, ces masques interrogent nos visages nus. Qui sommes-nous vraiment, semble-t-il nous demander. C'est les masques qui vous regardent. Parce que quand vous rentrez dans la salle, les masques, eux, ils ne baisseront pas les yeux. Vous allez baisser les yeux, mais eux, ils vous voient. Ils vous regardent. Romuald Azoumé transforme les bidons d'essence qui polluent les rues du Bénin en masques. Ces figures regardent l'Occident et lui adressent un message. On nous a pillé nos masques sont un peu partout. Moi, je continue d'alimenter le monde de masques, mais avec les rebuts de la société de consommation qu'on nous envoie tous les jours. Je ne fais que rendre à l'Occident les poubelles que l'Occident nous envoie tous les jours. Peinture, photographie, sculpture, cette exposition à Athènes témoigne des différentes facettes de l'artiste, selon Elsa Favreau, directrice de galerie. Romuald est en effet un artiste très engagé, qui a pris de nombreuses positions très fortes sur ses origines, sur le Bénin, sur l'art en général. Cette exposition, elle est plus multiple, voilà, parce qu'on y parle aussi d'amour. Il y a un masque qui s'appelle Saint-Val, il y a un hommage à la déesse Aphrodite. J'ai fait un jeu de mots, Aphrodite. Dites-moi, Aphrodite. J'ai voulu faire un clin d'œil à la fois au panthéon grec, mais à la fois à cette femme-là aussi qui s'appelle Aphrodite. Et en célébrant avec humour la déesse Aphrodite, Romuald Azoumé rend hommage à son continent natal, tout comme à la Grèce, qui l'accueille le temps d'une exposition à Athènes jusque fin avril. De voyage encore et de littérature, il va être question avec notre invité ce soir. Bonsoir Éric Monjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Donc vous êtes artiste, peintre également. Également, ouais. Oui. Mais vous êtes surtout là ce soir pour nous parler du salon du livre africain de Paris, dont vous êtes le fondateur et le président. Alors c'est la 4e édition, hein, c'est un événement, un rendez-vous qui voit de plus en plus de monde chaque année. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer ce salon il y a 4 ans, en 2021 ? Bien, en fait, ce salon est né d'une envie de faire parler de la littérature africaine, de mon vécu en Afrique. Je suis né en Afrique, j'ai vécu longtemps. Où ça ? Je suis né à Madagascar et j'ai vécu au Sénégal, Mauritanie, dans différents pays. Et le fait d'avoir travaillé dans l'édition longtemps, de me rendre compte que la littérature africaine était assez mal représentée encore en France, m'a donné envie de me lancer dans cette aventure qui a tout de suite rencontré un immense succès. Parce que le besoin était là et les gens avaient envie de retrouver leurs racines à travers les livres qu'on présente sur ce salon. Est-ce que vous pouvez nous partager des moments marquants ou des réussites des précédentes éditions ? Les moments marquants, ce sont toujours les moments où les auteurs rencontrent leurs visiteurs, rencontrent le public et sympathisent, échangent. Ce salon, c'est un grand moment d'échange, de solidarité, de joie, de partage. On est vraiment dans une ambiance très particulière et c'est pour ça que les gens ils viennent se retrouver, ils viennent retrouver des amis, se retrouver et parler. C'est ça qui est sympathique. Convivial, quoi.
Très convivial. Le thème de cette année, c'est voyage en diaspora. Comment ce thème est exploré à travers les conférences et les œuvres présentes? Alors on aborde ce thème de façon assez transversale. On va avoir des conférences sur le Brésil, par exemple, sur les diasporas brésiliennes, des conférences sur les diasporas des Caraïbes, les diasporas en France, en Europe. Comment l'interaction se fait entre la diaspora et le continent africain. Comment les échanges arrivent à stimuler le goût d'écrire, l'envie de littérature. C'est très intéressant parce que le vécu diasporique amène des histoires qui ne sont pas des histoires qui sont racontées en Afrique, et c'est ces échanges qui créent une bonne émulation. Et ces voix de la diaspora arrivent à s'intégrer dans la programmation? Elles s'intègrent totalement. On a beaucoup d'auteurs. Aujourd'hui, les auteurs les plus connus sont des auteurs de la diaspora. En fait, ce sont des auteurs qui sont à cheval entre l'Afrique et le continent européen, américain. Ils voyagent très souvent. C'est-à-dire qu'on est sur des mélanges, et ces mélanges donnent vraiment à raconter des aventures toutes particulières. Alors, il y a une particularité dans cette 4e édition, c'est qu'il y a 2 pays qui sont à l'honneur. Il y a le Cameroun, absolument, qui est l'invité d'honneur du salon, et il y a aussi le Brésil, qui est un invité spécial. Qu'est-ce qui lie les deux? Alors, ce qui lie les deux, c'est qu'ils sont pratiquement voisins, ils sont l'un en face de l'autre, mais en dehors de ça, le Brésil, c'est le pays qui a la plus grosse afrodescendance dans le monde. C'est un pays qui est tourné vers l'Afrique, qui se tourne de plus en plus vers l'Afrique, et que l'Afrique a beaucoup influencé. C'est une culture qui est très mélangée. Et le fait d'avoir invité le Brésil rentre aussi dans le cadre de l'année France-Brésil que nous allons commencer à connaître. Ce soir, l'ambassadeur du Brésil était présent à l'inauguration du salon. Il a rencontré l'ambassadeur du Cameroun, son homologue, et c'était vraiment le sujet de la discussion. C'était voilà, on est des voisins, et c'est important qu'on se parle et qu'on échange. Vous avez en ce moment des artistes ou des autrices ou des auteurs coup de cœur? On a parlé de la diaspora, mais ceux du continent, par exemple? Oui, il y a des artistes, oui, ce sont des artistes, des auteurs. Farin Dao est un jeune auteur sénégalais qui écrit des livres merveilleux. On a Christian Eboulé aussi, qui vient de sortir un livre absolument, bien, hein, de la maison. Absolument, qui vient de sortir un livre étonnant et qu'on a beaucoup apprécié. Ce salon, est-ce qu'il est jumelé? Donc, il se déroule à Paris, à l'Anne des Blancs-Manteaux, c'est dans le centre de Paris, oui. Jusqu'à dimanche, jusqu'au 16 mars. Est-ce qu'il est jumelé à d'autres villes africaines? Oui, absolument. On a des partenariats avec les 72 heures du livre de Conakry et avec le Salon international du livre d'Abidjan. Donc, on se partage beaucoup d'informations, on se partage des auteurs, on se partage aussi des éditeurs. On est en connivence, puisqu'en fait les salons africains ont la particularité de concentrer tout ce qui est puissance intellectuelle du continent. Mais pour nous, c'est important d'avoir des représentations de tous les éditeurs africains sur le Salon du Livre africain de Paris, puisque aujourd'hui, on a pratiquement 80 éditeurs africains qui sont représentés sur le salon. Et c'est une manière pour vous d'étendre le concept sur d'autres villes, d'autres formats, pour toucher un public plus large? C'est une façon en fait d'être présent sur le continent africain et de ne pas être hors sol quand on organise un salon à Paris. Et d'ailleurs, les organisateurs de ces salons viennent à Paris sur le salon, et on se voit très régulièrement. Et cet échange est très intéressant, très enrichissant. Alors je crois que demain, plusieurs remises de prix seront faites. Est-ce qu'on pourra avoir un petit avant-goût? Alors on a 2 prix qui vont être remis sur le salon. Demain, on a le Grand Prix Afrique, qui est le plus ancien prix concernant la littérature africaine. Et dimanche, on a le prix du beau livre africain. Donc sur le Grand Prix Afrique, on a une dizaine d'auteurs de très grande qualité qui sont dans la shortlist. Et donc je ne peux pas vous dévoiler qui va avoir le prix. Vous demander. On n'a pas de nom, même des initiales, même pas? Eh bien, en tout cas, je pourrais dire que c'est une femme. Ah, merci, c'est déjà un bon indice. Est-ce que vous avez déjà des idées de projets pour les prochaines éditions? Eh bien, pour l'instant, l'objectif, c'est déjà de bien terminer ce salon et ensuite de proposer de nouvelles aventures l'année prochaine.
Merci beaucoup Éric Monjour. Je rappelle que vous êtes le président fondateur du Salon du Livre africain à Paris qui se tient à la Halle des Blancs-Manteaux jusqu'au dimanche 16 mars. C'est dans le centre de Paris. Merci d'être venu et à très bientôt. Merci à vous. Bonne soirée. Fin de cette édition, je vous donne rendez-vous demain pour d'autres actualités africaines. Mais vous le savez, l'information continue sur notre site internet, nos réseaux sociaux et sur WhatsApp. Je vous invite à scanner ce QR code qui s'affiche sur votre écran. Avec votre téléphone portable, il suffit de cliquer dessus. Vous retrouvez notamment un article du bilan du pape François sur le continent africain. Excellente suite de programme à vous toutes et tous sur TV5 Monde.